Bien, mes chers collègues, la conjugaison du Salon international de l'agriculture et de cette semaine de contrôle, qui n'est pas forcément celle qui mobilise le plus les ardeurs de nos collègues, fait que nos rangs sont plus clairsemés cet après-midi qu'ils ne l'étaient il y a quelques semaines pour la présentation des réponses des différents groupes politiques à la première partie du questionnaire que nous leur avions adressé après des échanges que nous avions tenus au sein du bureau et qui avaient été nourris pour retenir les bonnes questions permettant d'éclairer les débats à venir sur la décentralisation et notamment les travaux de la mission Woerth auxquels je participe, évidemment au nom de la délégation collectivité territoriale de l'Assemblée nationale. Vous le savez, nos discussions ont tourné lors de la première séance de travail autour de 6 questions structurantes qui concernaient les aspects institutionnels de la décentralisation. Celle d'aujourd'hui, cette séance de travail, sera consacrée à l'exercice des pouvoirs locaux, également autour de 6 questions que nous avions retenues. Les questions 7 à 9 portent sur les capacités d'action des collectivités territoriales au travers du pouvoir réglementaire local ou de l'autonomie fiscale. Les questions 10 et 11 s'interrogent sur la place que doit occuper l'État déconcentré pour mieux accompagner les élus locaux. Et nous savons que cette question de l'organisation de l'État déconcentré, les moyens qui lui sont donnés, de cette capacité à parler d'une seule voix aussi, sont au cœur des préoccupations de nos collègues élus locaux. Enfin, la question numéro 12 porte sur les voies d'un approfondissement de la participation citoyenne. Comme pour le premier débat, nous commencerons par une séance de présentation par les groupes présents des réponses qu'ils ont souhaité apporter aux questions que nous leur avons adressées. Chaque groupe disposera de 10 minutes maximum pour présenter sa position sur les 6 questions ou sur certaines d'entre elles seulement en fonction de ses souhaits. Chaque groupe, je le précise aussi, organisera son temps de parole comme il le souhaite avec un ou plusieurs orateurs. Au terme de cette première phase, nous tiendrons, si vous le souhaitez, un débat conclusif de 30 minutes avec des prises de parole limitées à 2 minutes par orateur. Et je précise, je ne crois pas l'avoir dit de façon aussi explicite lors de notre première séance de travail, que les réponses présentées par les groupes feront l'objet d'une publication sous forme de rapport, ce qui donne évidemment une certaine importance à la manière dont dont les réponses ont pu être formulées. Je vais donc donner la parole au groupe Renaissance. Je ne sais pas si mon collègue Lionel Royer-Perrot souhaite répondre au nom du groupe Renaissance. Si ça n'est pas le cas, je peux le faire sans difficulté, même si vous me pardonnerez. Je dois d'abord vous demander de me pardonner, d'abandonner la réserve qui sied à un président pour formuler ces réponses. Donc, s'agissant des réponses donc, du groupe Renaissance, la question numéro 7, le législateur devrait-il faire plus systématiquement référence au pouvoir réglementaire local pour l'application des textes qu'il adopte, à l'exception des domaines expressément proscrits par la jurisprudence constitutionnelle? La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 a consacré l'existence d'un pouvoir réglementaire local en l'inscrivant dans la Constitution à l'article 72, alinéa 3. Le groupe Renaissance souhaite que le législateur fasse davantage référence au pouvoir réglementaire local pour l'application de la loi. La capacité des collectivités à s'en saisir est toutefois inégale. Elle dépend de leur niveau d'ingénierie. La communication des députés Monica Michel et Patricia Lemoine du 10 décembre 2020 devant la délégation aux collectivités territoriales sur le pouvoir réglementaire local avait énoncé quelques propositions en ce sens auxquelles nous adhérons. Les lois relatives aux collectivités locales devraient se limiter à énoncer les principes fondamentaux, laissant aux assemblées délibérantes locales le soin de décider des modalités d'application. Pour les projets de loi sur les compétences décentralisées, il serait nécessaire de distinguer clairement ce qui relève du pouvoir réglementaire local et du Premier ministre, évitant les renvois à un décret en Conseil d'État en tant que de besoin. Il serait également nécessaire de compléter les études d'impact pour préciser les mesures d'application et justifier le recours au pouvoir réglementaire local. La question numéro 8 porte sur l'autonomie fiscale et sur le socle minimal de ressources. L'autonomie financière est le seul concept défini et protégé par la Constitution en son article 72, alinéa 2. Elle prévoit que les collectivités disposent librement de leurs ressources, dont une part déterminante doit être constituée de ressources propres.
L'autonomie fiscale n'a à ce jour ni définition officielle, ni existence constitutionnelle ou juridique. Pour autant, une communication du député Jean-René Cazeneuve publiée le 21 juin 2023 propose de convenir d'une définition claire et précise de l'autonomie fiscale fondée sur le pouvoir de taux des collectivités territoriales. Cette autonomie fiscale serait définie comme le ratio entre, d'une part, les recettes fiscales sur lesquelles les collectivités disposent d'un pouvoir de taux et, d'autre part, l'ensemble de leurs ressources. Et cette communication envisage également la constitutionnalisation d'un niveau minimum d'autonomie fiscale. Le groupe Renaissance est favorable à la définition constitutionnelle d'un socle minimal de ressources destiné aux collectivités territoriales. Aujourd'hui, très peu de ressources fiscales demeurent à la main des communes, parmi lesquelles figure la taxe foncière. Je ne parle pas ici de l'autonomie fiscale des départements, qui a fortement décru, et de celle des régions, qui est très faible depuis 2010. Question numéro 9. Dans la perspective du rétablissement d'une certaine autonomie fiscale, seriez-vous favorable à l'instauration d'une contribution au service public local acquittée par l'ensemble des habitants et ou des entreprises de la collectivité concernée et assise sur des taux entièrement pilotables par la dite collectivité ? Les collectivités territoriales devraient pouvoir créer, si elles le souhaitent, une nouvelle contribution au service public local. Et il faut également que cette contribution réponde à un objectif de politique publique et avec une obligation de résultat. C'est finalement le modèle que nous envisageons ici dans notre réponse de la taxe GEMAPI. Le cadre légal de cette taxe GEMAPI pourrait d'ailleurs être étendu à d'autres politiques publiques. À la question numéro 10, concernant l'éventualité de la suppression du contrôle de légalité, le groupe Renaissance apporte cette réponse. L'article 72 de la Constitution confie aux représentants de l'État dans le département ou la région, préfet ou sous-préfet, le contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales de leur groupement. Le groupe Renaissance souhaite un maintien du contrôle de légalité pour les collectivités et leurs groupements. Cette position n'exclut toutefois pas d'envisager une souplesse pour des cas particuliers où le contrôle de légalité peut paralyser, en particulier a priori, les actions de certaines collectivités territoriales. Le groupe souhaite également un réarmement de l'État déconcentré afin que le préfet puisse assurer un meilleur contrôle de légalité et une meilleure unité de la parole de l'État à l'échelle locale. La question numéro 11 donc, porte précisément sur cette coordination des services déconcentrés de l'État et des moyens. Le groupe Renaissance est favorable au renforcement des moyens du préfet de département et des sous-préfectures en matière de coordination des services déconcentrés de l'État. Pour cela, il pourrait même être envisagé de placer le préfet et les sous-préfets sous l'autorité directe du Premier ministre. En outre, le préfet devrait être tenu d'engager un échange structuré avec les parlementaires du département. La question numéro 12 porte sur le renforcement par la loi des mécanismes de délibération et de participation citoyenne. Le groupe Renaissance a souhaité lui apporter cette réponse. La participation citoyenne est une pratique démocratique qui consiste à associer les citoyens au processus de décision politique en dehors des grands rendez-vous électoraux. Les élus peuvent disposer de cette méthode pour éclairer la décision politique. Cependant, le groupe Renaissance n'est pas favorable à l'inscription de la participation citoyenne dans la loi en l'état actuel de nos collectivités. Voilà pour les réponses du groupe Renaissance. Je vais donc donner la parole ensuite au groupe du Rassemblement national et à notre collègue député de l'Aisne, Jocelyn de Signy. Merci, Monsieur le Président. Donc, pour la question numéro 7 concernant le pouvoir réglementaire local. Sur le pouvoir réglementaire local, le groupe Rassemblement national pense que la décentralisation ne doit pas mettre en cause l'unité de la nation, ce qui exclut le renforcement du pouvoir réglementaire local. On a d'ailleurs pu constater que cette possibilité, ouverte par la loi 3DS, n'a guère été utilisée par les collectivités. Pourquoi ? Parce que les collectivités considèrent majoritairement le principe d'unité de la République comme un bouclier et non comme un handicap. Selon nous, l'urgence serait plutôt de limiter la production législative et la multiplication des normes qui pèsent sur les collectivités et ensuite d'engager un important chantier de simplification. Question numéro 8 sur le principe de l'autonomie fiscale locale, socle minimal des ressources fiscales. Sur la consécration d'un principe d'autonomie fiscale locale, le groupe Rassemblement national n'y est pas favorable. Le principe constitutionnel d'autonomie financière est aujourd'hui obsolète et inopérant. La preuve en est que cette autonomie, entre guillemets, a en théorie augmenté ces dernières années, alors même que le pouvoir des différents niveaux de collectivité sur les recettes a simultanément baissé.
La consécration constitutionnelle d'un principe d'autonomie fiscale nous semble porteuse de risques importants. Dans le cadre européen actuel, en effet, vis-à-vis des marchés financiers, l'État demeure responsable de l'équilibre d'ensemble des finances publiques. Une telle autonomie fiscale locale risquerait de réduire la portée de cette responsabilité, alors même que le cadre légal actuel a pour objet de prévenir toute dérive locale et de limiter sa faculté à conduire une politique fiscale de soutien à la compétitivité des entreprises françaises en baissant ou supprimant des impôts locaux peu vertueux sur le plan économique. Toutefois, le groupe Rassemblement national est ouvert à la réflexion de laisser les collectivités bénéficier d'un pouvoir de taux s'agissant des recettes d'assises sur leur territoire. Concernant la question numéro 9 sur la contribution au service public local, il est évident qu'une forme de financement des collectivités locales est aujourd'hui nécessaire, d'autant que les réformes passées ou en cours, taxe professionnelle, taxe d'habitation, CVAE, ont distendu le lien entre les collectivités d'une part, les habitants et les entreprises d'autre part. Le constat est partagé par la quasi-totalité des acteurs. Se pose également la question des dotations, aujourd'hui peu compréhensible, qui demeure potentiellement une variable d'ajustement de la part de l'État. Celui-ci peut décider unilatéralement de les baisser ou, plus rarement, de les augmenter, mais jamais à la hauteur de l'inflation. Il y a là un déséquilibre dans les relations État-collectivité, source de tensions et de malentendus. Reste à définir les objectifs, les contours de cette réforme. En premier lieu, elle dépend de l'organisation institutionnelle qui sera définie. Si, comme nous le suggérons, les EPCI d'une part et les régions d'autre part voient leur socle de compétences réduit, la question d'un impôt spécifique ne se pose pas. Concernant les départements, 60% de leurs dépenses concernent les prestations de solidarité dont elles ne déterminent pas les modalités d'éligibilité et de versement. Il serait plus logique qu'une dotation sociale spécifique couvrant les dépenses décidées par l'État leur soit attribuée, tout en poursuivant l'expérimentation actuelle de recentralisation du RSA. Les compétences supplémentaires attribuées aux départements, comme évoqué précédemment, devraient être justement couvertes par des dotations adaptées. Toutefois, il est nécessaire de recréer un lien collectivité-population et entreprises pour que les communes soient incitées à accueillir de nouveaux habitants et les départements, s'ils recouvrent à la compétence développement économique, de nouvelles entreprises. Or, il semble difficile, qui plus est dans le contexte actuel, de créer un nouvel impôt pour les communes comme pour les départements. Dans ce cadre, une évolution des règles de calcul des dotations donnant davantage de poids aux évolutions de la population pourrait être envisagée. Par exemple, dans le cas d'une évolution défavorable des recettes fiscales d'une collectivité en parallèle d'une croissance de sa population, une formule prévoyant l'attribution automatique d'une dotation exceptionnelle de compensation serait possible. Question numéro 10 sur le fait de supprimer le contrôle de légalité. Sur la suppression du contrôle de légalité, c'est un instrument incontournable permettant de garantir l'unité de la République. L'accompagnement doit être privilégié et il fait aujourd'hui notoirement défaut, en particulier pour les petites collectivités. Comme l'a plusieurs fois souligné la Cour des comptes, cette lacune résulte de l'affaiblissement des services déconcentrés de l'État depuis la révision générale des politiques publiques, situation à laquelle il convient de remédier au plus tôt. Afin de renforcer la visibilité du cadre législatif et réglementaire pour les élus locaux déjà saturés de normes, le développement du rescrit préfectoral serait particulièrement souhaitable. Le respect des lois et règlements de la République par toutes les autorités publiques est le fondement même de notre État de droit. Le contrôle de légalité constitue en conséquence une contrepartie essentielle de la décentralisation qui doit absolument être préservée. Question numéro 11 sur le renforcement du rôle du préfet de département. Une des grandes difficultés pour les collectivités locales tient en l'absence d'un réel interlocuteur unique du côté de l'État et a fortiori d'une autorité décisionnaire unique. En effet, on assiste régulièrement à des injonctions contradictoires entre les décisions sur le terrain, préfet, DDT, DRAL, et les projets lancés au niveau central. Parallèlement à la consolidation
de la décentralisation, il convient de restaurer l'autorité et la crédibilité de l'État qui doit parler d'une seule voix, qui est celle du préfet du département. Cette nécessité de redonner à l'État local des compétences qu'il a perdues au profit d'agences diverses et variées, ou de faire du préfet du département le délégué exécutif départemental de ces agences. Ce renforcement du rôle du préfet doit s'accompagner d'un retour important de l'État en termes d'agents en préfecture. Cela nécessite de recenser les différents intervenants, leurs missions, leurs moyens, et dans un second temps, de décider des agences qui doivent être réinternalisées avec une allocation locale de leurs moyens, de décider des services qui doivent être maintenus à l'échelle régionale ou départementale, dans tous les cas de figure, que le préfet de département est une autorité sur les services concernés. Or, certaines directions, telles que la douane ou la DGFiP, pour les décisions concernant les collectivités de son département. Question numéro 12, sur le renforcement de la délibération et la participation citoyenne. Il existe déjà de nombreuses commissions et instances associant la population aux décisions des exécutifs locaux. Pour le groupe Rassemblement national, il semblerait utile d'en faire parfois évoluer le fonctionnement ou la configuration avant de créer de nouveaux outils afin que ces organismes représentent réellement l'ensemble de la population et ne soient pas, comme c'est aujourd'hui parfois le cas, réservés à quelques associations choisies ou utilisées par telle ou telle opposition comme porte-voix. La démocratie locale suppose aussi la possibilité de se présenter aux élections, notamment municipales. Nous pensons que réduire quelque peu le nombre de conseillers pourrait aussi être un facteur de respiration pour la démocratie locale. Enfin, le groupe Rassemblement national est favorable au référendum d'initiative locale. Leur taux de participation est d'ailleurs représentatif du succès qu'ils rencontrent auprès de la population. En exemple, je prendrai la consultation locale qui a eu lieu dans l'Aisne concernant l'implantation d'éoliennes dont la participation dépassait les 67%. Merci, monsieur le député. Pour le groupe de la France insoumise NUPES, la parole est à notre collègue député de l'Hérault, Sébastien Rome. Merci. Alors, nous débattons ici du second volet de nos travaux sur une éventuelle réforme institutionnelle de la décentralisation qui vise à l'amélioration des conditions d'exercice des mandats locaux. Alors, ça fait, en prélégomène, vous me permettrez, cela fait écho au texte sur la sécurité des élus qui a passé le stade de la CMP ce matin et qui prévoit l'alourdissement des peines, mais qui ne garantit en rien, je crois, la sécurité des élus. En 2011, et permettez-moi de citer le sénateur Badinter pour lui rendre hommage, personne ne pensait sérieusement à cette époque, il parlait des années 80, qu'avec des lois plus sévères, on arrêterait le délinquant ou le criminel. C'est une absurdité que de penser que le malfrat va vérifier dans le code pénal que l'on a augmenté de 2 ou 5 ans la peine qu'il encourt. Il estimait que réclamer des peines plus sévères ne servait à rien, sauf pour gagner du crédit au moment du vote. Lutter contre cette surenchère, c'était, selon lui, gagner en impopularité. Aujourd'hui, nous avons tous, je l'espère, à travailler sur le fond des choses et non sur leur surface. Alors, sur la question 7 et sur la latitude donnée aux pouvoirs locaux d'adapter via la réglementation locale l'application de la loi, nous sommes contre. Même à l'exception des domaines expressément proscrits par la jurisprudence constitutionnelle. D'abord, nous vous alertons sur les effets d'une potion qui serait maléfique. Un pouvoir accru des collectivités de produire leurs propres normes et l'idée de retirer au préfet le contrôle de légalité serait un cocktail mortel. Autant annoncer un virage fédéraliste de la France. Mais je n'imagine pas que ce soit le cas dans l'esprit des concepteurs des questions et que je suis persuadé que vous voyez parfaitement le danger. Alors, qu'est-ce qui pose problème dans la norme? Nous savons que le Conseil national d'évaluation des normes, que leur multiplication est estimée à 2,5 milliards d'euros pour 2022, soit une augmentation de près de 200% en 4 ans. C'est une preuve que ce gouvernement qui, finalement, cherchait à limiter les dépenses publiques en multipliant les normes, a finalement
produit de la dépense publique. Alors gageons que la multiplication des normes différentes par région, département, commune va produire le même effet. La dépense supplémentaire, il y aura des dépenses supplémentaires donc pour les entreprises et les collectivités. Nous aurons aussi également un effet pervers que nous connaissons bien en Europe. Lorsqu'on baisse les moyens des collectivités financiers et fiscaux pour développer leur politique de territoire, eh bien, ils vont se multiplier l'interprétation et l'adaptation des textes comme seul moyen de mode d'action. La conséquence sera le renforcement d'une concurrence entre les territoires par l'abaissement des normes. Ici, la hauteur sous plafond pourrait être de 1,80 m et ailleurs de 2,54 m. La France ressemblerait à un immense dortoir de lits de Procuste de formats différents où les collectivités les mieux dotées en moyens techniques joueraient sur cette possibilité à leur avantage. Donc, c'est non pour nous. Sur la question 8, sur l'opportunité de consacrer le principe d'autonomie fiscale locale dans la Constitution. Le principe ne nous pose pas de problème en soi. Toutefois, pour reprendre les mots de Michel Bouvier, professeur de droit public, il n'y a pas assez de fiscalité locale pour que les collectivités disposent d'une réelle autonomie fiscale. Il faudrait rebâtir les impôts locaux. On ne peut pas parler d'autonomie fiscale si les collectivités n'ont pas un pouvoir de décision sur le taux d'imposition. La difficulté, c'est que l'on part de presque rien aujourd'hui. Consacrer l'autonomie fiscale dans la situation actuelle serait donc un cadeau empoisonné. Depuis 2019, l'autonomie fiscale du bloc communal est passée, vous le savez, de 50% à 43%, celle des départements de 40% à 20% et celle des régions est en dessous de 10%. Ce qu'il faut rétablir, ce sont donc les marges de manœuvre tant financières que fiscales des élus locaux pour qu'ils mènent des politiques de développement de leur territoire équilibrées avec leurs voisins. La fin de la CVAE et avant celle de la taxe professionnelle font que les ménages supportent aujourd'hui 80% de la contribution fiscale des collectivités. Or, ces ménages votent pour des élus qui n'ont pas de prise sur leurs impôts, dont les entreprises qui ne votent pas bénéficient. Donc, nous sommes favorables à constitutionnaliser l'autonomie fiscale des collectivités à la condition qu'elles soient réellement autonomes. Sommes-nous favorables à l'instauration d'une contribution au service public local acquitté par l'ensemble des habitants et ou des entreprises? Oui. Dans la suite de ce que je viens de dire, il nous faut mener une réflexion à ce sujet pour redonner du sens politique, du lien entre élus et citoyens à l'action publique locale. Le lien entretenu par l'impôt et la possibilité de faire varier les taux et les bases permet aux élus de conduire localement une politique, de rendre des comptes aux électeurs et aux contribuables, de réclamer des services publics. Nous défendons donc d'autres moyens d'action également. Suppression du mécanisme de liaison des taux, ça c'est une demande forte des élus. Permettre à l'ensemble des communes de majorer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et permettre une majoration de cette taxe jusqu'à 100%. Permettre aux départements d'augmenter le taux de droit de mutation à titre onéreux sur les transactions supérieures à 1 million d'euros, refonte de la taxe foncière. Pour sa réforme du mode de calcul, nous passerions par une nouvelle assiette composée de l'ensemble du patrimoine, immobilier comme financier, en y déduisant les dettes pour soutenir les classes moyennes qui s'endettent pour 20 ans pour leur résidence principale. Question 10. Comme je le dis au-dessus, nous sommes contre la suppression du contrôle de légalité, mais nous sommes plutôt favorables à renforcer la capacité des préfectures. La question pose comme préalable que les moyens des services déconcentrés de l'État vont encore disparaître quand il faut les renforcer. La Cour des comptes critique fortement le manque de moyens humains en préfecture qui affecte le bon déroulement de cette mission dont la qualité est variable selon les départements, tandis que le contrôle budgétaire est en difficulté quasi partout. Donc ne tuons pas le contrôle de légalité en disant qu'il a la rage. Et je crois que pour les discussions que j'ai pu avoir avec plusieurs préfets, plusieurs sont assez d'accord avec cette logique. Dans la suite, renforçons le rôle des préfets de département, sur la DSIL par exemple, mais surtout en leur redonnant des moyens humains. Entre 2010 et 2020, la baisse a atteint près de 5000 équivalents temps plein. Un rapport de novembre 2023 de la Cour des comptes estime que les missions préfectorales sont fragilisées par une décennie de réduction d'emplois, alors même que les besoins sont en hausse, comme par exemple sur l'écologie. Dans un même mouvement,
on a, sur l'exercice des mandats pour les élus locaux, on a complexifié par une hausse les exigences et de l'autre côté, nous avons eu une baisse des budgets de fonctionnement des collectivités, des services déconcentrés de l'État. Ainsi, avec un manque réel d'ingénierie, les élus de communes pointent continuellement de ne pas trouver auprès de l'État un point d'appui. Ils fustigent plutôt son rôle de gendarme pinaillant sur tel ou tel point sans jamais être accompagné vers une solution. Donc le commandeur n'est pas le payeur pour eux. Enfin, sur la participation citoyenne, nous vivons une longue éclipse sur cette question. La petite lumière de la Convention citoyenne pour le climat a vite disparu de par la difficulté à mettre en œuvre concrètement ces recommandations. Nous défendons donc plusieurs principes. La commune est l'élément de base de notre République et dans la plupart d'entre elles, la bonne échelle, parfois c'est le quartier, pour débattre démocratiquement des questions locales et nationales. Il nous faut approfondir donc les dispositifs existants et les rendre plus lisibles. Ces débats locaux doivent pouvoir trouver un écho départemental pour représenter la diversité des territoires entre urbains, périurbains et rural et faire nation à l'échelle des départements. Les jurys citoyens, les tirages au sort de référendums d'initiative citoyenne, que ce soit local ou national, les référendums révocatoires sont autant de modes d'intervention qui sont attendus par nos concitoyens. À côté des maîtrises d'œuvre et d'ouvrages, nous avons aussi l'idée d'inscrire dans les projets locaux la maîtrise d'usage pour les habitants. L'inscription automatique sur les listes électorales des lieux de résidence et la reconnaissance du vote blanc semblent devenir incontournables, car plus aucun élément technique ne fait obstacle. En conclusion, pour évoquer la décentralisation comme nous le faisons ici, ça ne peut être qu'une étape dans nos débats. Sans les citoyens, nos discussions, je crois, sont vaines. Le débat que nous avons, nous devons l'élargir. On ne peut pas, comme cela est sous-entendu à travers les questions, permettre l'adaptation réglementaire locale, la fin du contrôle de légalité, la refonte de l'impôt local, sans grand débat avec les citoyens. Donc, au-delà des réponses de notre groupe que je viens de vous livrer, nous attendons aussi les réponses des citoyens. Je vous remercie. Chers collègues, je me bornerai simplement à rappeler que, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, les questions ont été formulées par le bureau et que vous avez une représentante au bureau qui a d'ailleurs été probablement une des personnalités les plus actives dans la rédaction de ces questions. Je pense que c'est bien de le rappeler pour ne pas donner le sentiment que les questions ont été formulées avec une sorte d'intention maligne, comme vous l'avez parfois fait, mais avec plus de facétie que de méchanceté dans votre propos. La parole pour le groupe Les Républicains. Alors, il y a deux représentants du groupe. C'est M. Xavier Breton, notre collègue député de l'Ain, qui prend la parole. Merci, Monsieur le Président, mais Alexandre Vassandé complétera s'il y a besoin. Il avait fait la première partie, effectivement, de notre contribution sur les réflexions sur une éventuelle réforme de la décentralisation. Là, on aborde le second volet, qui est consacré donc à l'amélioration des conditions d'exercice des mandats locaux. Sur la question numéro 7, sur le pouvoir réglementaire local, on n'a pas d'opposition par principe à l'existence d'un pouvoir réglementaire local. Et il faudrait effectivement, sans aucun doute, quand nous légiférons, se poser plus régulièrement la question de savoir s'il faut actionner ce pouvoir réglementaire local, sans pour autant que ce soit une mise en œuvre systématisée. Je crois que là-dessus, il faut effectivement que ça ne soit pas l'occasion pour le pouvoir national de se défausser de ses responsabilités sur les collectivités. Mais donc, c'est vraiment de le voir dans une approche de subsidiarité, de dire là où ça peut apporter quelque chose, on le fait, mais sans, encore une fois, dans une logique de se défausser. Sur la question numéro 8, sur l'autonomie financière, l'autonomie fiscale, avec la possibilité donc de fixer un socle minimal de ressources fiscales. Aujourd'hui, il y a effectivement une autonomie financière qui est prévue par l'article 72.2 de la Constitution. Mais effectivement, on se rend compte qu'aujourd'hui, cette autonomie financière est quand même mise à mal par le manque d'autonomie fiscale qui permet aux collectivités de fixer elles-mêmes des taux d'imposition et d'avoir des ressources fiscales qui soient autonomes. Et donc, elles ont une faible marge de manœuvre sur leur budget. Donc, je crois que nous sommes favorables à ce que l'État puisse redonner des moyens, des marges de manœuvre aux communes, mais et ça, c'est le pendant, c'est qu'il faut aussi des mécanismes de péréquation
qui aille en face, de telle façon à ce que les inégalités qui peuvent exister, qui sont naturelles dans tout pays, mais simplement qu'elles soient rééquilibrées par un système de péréquation. Ceci dit, il faut bien voir que les problèmes financiers ne s'arrêtent pas seulement au niveau de l'autonomie fiscale ou non, de l'inscription de l'autonomie fiscale dans la Constitution. Il faut également que la démocratie locale s'appuie sur des choix clairs qui soient établis, et ça passe notamment par des délégations de compétences dans le cadre de la décentralisation qui soient vraiment clairement désignées. On se rend compte qu'il y a eu une première étape de la décentralisation avec les lois de fer de 82. Depuis, on est sur des lois techniques, mais on a pu effectivement cette clarté dans la délégation de compétences comme on a pu y avoir il y a quelques 40 ans maintenant. Et donc, il faudrait sûrement revenir à une délégation de compétences claire et qui fasse qu'on ait plus ces compétences partagées où chaque échelon essaye de se défausser sur l'échelon du dessus ou du dessous. Pour la question numéro 9, avec la perspective du rétablissement d'une certaine autonomie fiscale et l'instauration d'une contribution au service public local, nous accueillons avec méfiance, et c'est peu de dire le mot méfiance, des solutions qui paraissent simples et limpides. C'est comme les guichets uniques, ça paraît toujours très bien au début, mais quand on les met en œuvre, on se rend compte que ça devient très compliqué parce qu'on risque d'avoir des usines à gaz technocratiques dans mise en place. Il faut voir que notre fiscalité locale, comme d'ailleurs toute la fiscalité, a une histoire. Chaque impôt est porteur d'une histoire, et faire table rase et repartir de zéro risque de créer des disparités injustes et de nouvelles difficultés. Plus qu'on en règle, on l'a vu notamment avec la suppression de la taxe d'habitation, qui pouvait être a priori sympathique, en tout cas pour ceux qui la payaient plus, mais qui aujourd'hui a déréglé complètement la fiscalité locale et a coupé le lien fiscal qui pouvait exister entre nombre de nos concitoyens et les collectivités locales. Donc, il vaudrait mieux rentrer dans une logique de renforcement de la lisibilité de la fiscalité locale, où chaque collectivité a effectivement une ressource, une taxe propre, plutôt qu'une logique de taxe partagée, mais encore une fois, sans rentrer dans la logique apparemment simple, mais qui serait simpliste, d'une contribution au service public local. Pour la question numéro 10, faut-il dans l'accompagnement des collectivités, aller jusqu'à supprimer le contrôle de l'égalité. On constate effectivement que le sentiment d'abandon des élus locaux par l'État est fort. Ce n'est pas que ça donne un sentiment, c'est un abandon. Il suffit de le voir au niveau des communes qui avaient l'habitude de travailler avec des services de l'État qui étaient à leur côté. Aujourd'hui, ce sont les intercommunalités qui essayent de remplacer ce que ne font plus feu les DDE et DDA, mais nous partageons là-dessus tout à fait le constat qu'a dressé le groupe du travail du Sénat sur la décentralisation, ainsi que l'Association des départements de France, qui appelle un changement de paradigme dans la relation État-collectivité. L'État n'étant de moins en moins un partenaire, vraiment, où on co-construit des politiques sur un territoire, mais joue uniquement un rôle soit au niveau des appels à projets un peu qui passent une commande, ou alors un rôle de censeur pour empêcher les actions. Il y a une proposition qui avait été portée par le Sénat, un collègue l'évoquait tout à l'heure, de recréer la faculté de rescrit juridictionnel, qui avait été prévue par l'article 31 de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, dite la loi ESSOC, et qui semblait intéressante. Il y a eu une tentative d'expérimentation. Force est de constater qu'aujourd'hui, cette expérimentation a très peu d'applications, mais ça nous semble en tout cas une piste peut-être à relancer. Alors sur également la notion de contrôle, il y a sûrement aussi à avoir une réflexion sur la place des chambres régionales des comptes, afin qu'elles puissent avoir un accompagnement et juridique et financier accru pour aider effectivement les élus dans leur choix budgétaire, où on sait qu'on a aujourd'hui des techniques de finances locales qui deviennent de plus en plus compliquées, que maîtrisent bien les grandes collectivités, soit les grandes villes, soit les intercommunalités qui ont les moyens, mais qui pourraient être un appui au niveau des villes ou des communes de plus petite taille. Sur la question numéro 11, le rôle des préfets de département en matière de coordination, oui, on se rend compte qu'il y a eu un double effet. D'une part, des réorganisations qui sont passées et qui ont, au niveau de l'État,
et de la déconcentration qui est passée de niveau départemental au niveau régional, et couplé avec en plus ces fusions de régions qui ont été faites, bien sûr, pour les conseils régionaux, mais qui a suivi également pour les administrations de l'État. Et donc tout ça a entraîné un éloignement. Nous défendons la proposition de réaffirmer le rôle du préfet de département dans chaque territoire, qui est vraiment l'interlocuteur de proximité. En tant que représentant unique de l'État dans les territoires, il y a besoin aussi, on se rend compte aujourd'hui qu'un préfet, par rapport à certaines administrations, dont le niveau est plutôt d'ordre régional, enfin d'action et au niveau régional, n'ont pas vraiment l'autorité, non seulement dans les actes, mais même dans la parole. Je pense notamment à ce qui est en termes d'environnement avec les DREAL, au niveau de la santé avec les ARS, etc. Et donc, on a besoin d'avoir un interlocuteur dans lequel on peut effectivement dialoguer en toute confiance. Et c'était le rôle du préfet de département. C'est pour ça que nous souhaitons redonner des moyens aux services déconcentrés au niveau départemental plutôt qu'une concentration à l'échelon régional. Nous disons bien que ça, c'est pour le cadre de l'État, de la déconcentration. On ne parle pas, bien sûr, des mécanismes de décentralisation en faisant référence à cette organisation. Enfin, question numéro 12, quel regard portez-vous sur le renforcement des mécanismes de délibération et de participation citoyenne ? On constate tous effectivement une crise de la démocratie en France, notamment de la démocratie locale, avec des violences faites contre les élus, des démissions de maires ou de conseillers municipaux, des manques de vocation d'élus locaux, l'abstention aussi qui se progresse, c'est pas propre aux élections locales, mais elle n'y échappe pas non plus. Donc il faut effectivement renforcer l'engagement des citoyens dans la vie publique, c'est une priorité. Il y a des initiatives qui sont prises, et je crois qu'elles vont dans le bon sens par chaque commune en fonction des initiatives, en fonction de la maturité démocratique que chacune peut avoir. Il faut regarder aussi les modalités de participation citoyenne numérique. On voit bien qu'il y a des évolutions qui sont à faire. Mais il faut aussi penser à revaloriser parallèlement la fonction d'élu local de telle façon à ce qu'il n'y ait pas un déséquilibre. Il ne s'agit pas de rééquilibrer des élus vers les citoyens, mais de renforcer la démocratie locale, à la fois au niveau des citoyens, mais également dans les élus locaux. Et ça passe effectivement par un statut qui soit plus conciliable de la fonction d'élu local avec une vie professionnelle et personnelle. Et enfin, je terminerai pour indiquer que nous sommes effectivement favorables à une banalisation, entre guillemets, du référendum local, qui peut être aussi une manière d'une respiration démocratique qui peut exister au niveau de chaque commune et qui permettrait aussi de retrouver cette pratique sans, encore une fois, la sacraliser, mais simplement qu'elle redevienne un outil parmi d'autres dans l'exercice de notre démocratie de manière, non pas quotidienne, mais en tout cas de manière régulière et normale. Voilà, je ne sais pas si mon collègue Alexandre Vassanda souhaite rajouter. Je n'ai pas utilisé tout mon temps. Comme on arrive au bout des 10 minutes, peut-être, député du Rhône. En un mot, oui. sur l'autonomie financière des collectivités, il y a une chose qui remonte de plus en plus, et j'en profite parce qu'on a une réunion avec Rick Vert dans le cadre de sa mission qui lui a confié le président de la République sur les collectivités locales, c'est sur l'autonomie financière. Le vrai sujet, en fait, il est assez simple, c'est que les maires, notamment, les autres collectivités essayent de trouver de plus en plus de marge de manœuvre pour essayer justement d'éviter des hausses de fiscalité, et dans le même temps, elles font face à des mesures qui sont prises par l'État et qui s'appliquent directement aux collectivités. Il y a bien sûr la baisse de la DGF, mais pas seulement. Le fait de faire progresser le point d'indice des fonctionnaires, c'est quelque chose que les collectivités, que les maires comprennent parfaitement. Mais dans le même temps, ça impacte directement et sans accompagnement les collectivités, ça les impacte dans leur politique publique, notamment sur les politiques d'investissement. Donc c'est ça sur lesquels il faut faire extrêmement attention, parce que cet accompagnement des collectivités, s'il n'est pas fait, va de plus en plus poser des difficultés aux élus locaux. Oui, il y a puisque vous parliez des réflexions qui sont ouvertes par la mission Woerth et des retours des collègues élus locaux par rapport au champ de cette mission. Vous parliez du point d'indice. Il y a des questions qui pourraient être assez radicales à poser sur l'autorité des collectivités territoriales et des patrons de collectivités territoriales sur leur administration, notamment pour promouvoir ceux qui, au-delà des règles actuelles sur les passages d'échelons et de grades, pour ceux qui s'impliquent le plus.
Et on pourrait très bien imaginer, dans un système où la fonction publique territoriale ne serait plus dépendante d'une fonction publique, d'un cadre national, une administration dans un cadre qui serait paritaire avec les grandes associations d'élus et les représentants syndicaux. C'est parfois ce que mettent en avant certains des élus quand on les interroge. Et ça fait nécessairement partie des réflexions aujourd'hui, même si ça n'est pas le modèle qui est aujourd'hui envisagé pour la réforme de la fonction publique portée par le ministre de la fonction publique, Stanislas Guerini. La parole pour le groupe démocrate est à Emmanuel Mandon, cher collègue député de la Loire. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, nous en arrivons effectivement à la deuxième partie du questionnaire sur lequel notre groupe a souhaité travailler et se positionner. Alors, tout d'abord, sur la référence à un pouvoir réglementaire local, nous considérons que l'élargissement des compétences des collectivités locales par le législateur, dans le sens visé donc par cette question, peut être admis si les conséquences concrètes de l'élargissement, tant pour les finances des collectivités que pour leurs moyens matériels d'action, sont vraiment prises en compte. Au moment de l'élaboration de la loi, ça nous paraît indispensable. Et là-dessus, peut-être que nous pouvons aussi contribuer à un véritable renforcement des relations de confiance entre exécutifs locaux et le législateur. Je crois que ça peut être un sujet. Nous sommes favorables évidemment à la subsidiarité par définition, mais vous avez compris que notre position restait peut-être prudente. Sur la question 8, sur l'autonomie financière, le principe d'autonomie fiscale locale, nous sommes favorables. En effet, parce que nous considérons que c'est fondamental pour une décentralisation effective et démocratique. Malheureusement, on peut dire l'édifice n'a pas résisté à l'épreuve du temps. Il y avait des grands principes. Et d'ailleurs, tous les gouvernements ont contribué à affaiblir le dispositif. Et aujourd'hui, sa rénovation, comme d'autres orateurs ont pu le dire, sa rénovation pose problème. Nous considérons que les finances sont bien sont au service des libertés et de l'action publique locale et que les ressources doivent être en cohérence avec les compétences, bien entendu, que les collectivités doivent assumer. Sur la question 9, la contribution au service public votée par les communes, nous sommes sans doute favorables au principe qui vise à instaurer une contribution spécifique pour les collectivités territoriales. Mais nous considérons aussi qu'il convient de veiller à donner du sens à ce nouvel impôt, alors que finalement, on a supprimé 2 des 4 vieilles. Et peut-être que, bien sûr, à partir de l'impôt, on responsabilise le citoyen. Et là, on pourrait imaginer un certain nombre de règles applicables qui tiennent compte de réalités objectives des foyers fiscaux. Mais évidemment, nous voyons là la création d'un impôt nouveau. Et donc, qui dit impôt nouveau, nouvel impôt, il dit évidemment réflexion sur l'ensemble de la fiscalité. Et puis, par contre, dès qu'on aborde ce point, on peut considérer aussi que c'est la responsabilisation des élus qui est en cause lorsqu'on a de la fiscalité. Sur la question 10, sur l'accompagnement des collectivités et l'éventuelle suppression du contrôle de légalité, nous sommes plutôt réservés, bien que nous admettions que ce sujet fasse débat, ce contrôle pouvant être parfois mal vécu. Je dirais que si l'on supprime le contrôle de légalité, il conviendra alors de repenser les conditions dans lesquelles se réalise le débat démocratique local et le fonctionnement des assemblées locales. Pour nous, le contrôle de légalité, c'est un mécanisme intéressant qui a été d'ailleurs au cœur de la relation État-collectivité territoriale. Et il nous rappelle aussi la soumission de l'administration territoriale au droit. Et ce contrôle des actes des collectivités territoriales qui ont un caractère donc exécutoire, c'est une forme de garantie aussi pour les citoyens. Donc, nous imaginons que l'accompagnement dans ce contexte, évidemment, doit être un réflexe
Et d'ailleurs, nous notons qu'un certain nombre de politiques publiques aujourd'hui, ou de dispositifs mis en place par l'État, vont dans ce sens. Mais je n'ai pas le temps de développer plus. Sur la question 11, on pourrait dire, par rapport au rôle des préfets, que la coordination des services déconcentrés de l'État, bien sûr, doit être améliorée, renforcée. On peut dire aussi que c'est un objectif qui est ancien, pas toujours atteint, malheureusement. La déconcentration effective, telle qu'elle a pu être définie, par exemple, par la charte, je crois, de 1992, eh bien, reste, j'allais dire, pendante. Et nous attendons sans doute, bien sûr, qu'on aille un peu plus loin. Mais il ne nous semble pas pertinent de vouloir encore alourdir la charge de travail des préfets, ces derniers manquant objectivement de moyens humains. Et nous pensons qu'il pourrait être, bien sûr, évident de réarmer l'État territorial au niveau des préfectures et au niveau, bien sûr, des sous-préfectures, qui sont des acteurs vraiment de premier plan, de proximité pour les élus locaux. C'est le représentant de l'État qui est bien identifié, et c'est important. Donc nous sommes au cœur de la déconcentration. Et c'est un vrai enjeu. Sur la question 12, les mécanismes de délibération et de participation citoyenne. Bon, l'aspiration à la participation citoyenne mérite en effet d'être pleinement prise en considération. Nous considérons qu'elle est d'ailleurs insuffisamment développée. Elle est à l'évidence de nature à libérer les énergies. C'est un très grand sujet, un beau sujet. Et nous considérons que les mécanismes de délibération et de contrôle de la gouvernance des collectivités territoriales mériteraient d'ailleurs d'être modernisés et de tenir compte de cette dimension. Nous souhaitons une démocratie locale qui soit vraiment reconsidérée, repensée, parce que c'est important. Bien entendu, il ne s'agit pas d'affaiblir les organes délibératifs, notamment les conseils municipaux, mais nous pensons que toutes les initiatives qui ont pu être prises, ce que la loi déjà prévoit, au niveau des commissions consultatives des services publics locaux, des conseils de quartier, voire des conseils de village, des consultations, des référendums locaux, tout cela peut être retravaillé, encouragé et soutenu, et il nous semble important de laisser de la liberté, en tous les cas, au territoire et aux collectivités locales. Voilà ce que je pouvais dire sur l'ensemble des sujets que nous aurions aimé développer, mais le temps est compté. Merci. Merci beaucoup, chers collègues et monsieur le député. Donc, les autres groupes ne sont pas représentés, mais je tenais à vous apporter cette précision. Lors de la réunion précédente, certains s'en souviennent, j'avais évoqué l'envoi de l'ensemble des réponses des groupes à tous les membres de la délégation aux collectivités. Nous ne l'avons pas fait pour la première partie, car nous attendions cette réunion pour envoyer l'ensemble des réponses en bloc. Et donc, vous recevrez à l'issue de cette réunion l'ensemble des réponses qui ont été proposées par les groupes politiques. On fera sans doute ça en plusieurs envois parce que ce ferait des fichiers un peu lourds et qui donneront lieu donc d'une mise en forme sous forme de rapport. Il y a encore quelques jours, évidemment, s'il y a des coquilles que vous souhaitez corriger ou des formulations qui vous paraissent un peu raides parfois dans les réponses, vous pouvez encore faire ces modifications pendant quelques jours, le temps que nos administrateurs se consacrent à l'élaboration de ce rapport au nom de la délégation aux collectivités territoriales. Il y a un certain nombre de points qui me paraissent se dégager des réponses de cette seconde partie. Je pense notamment sur la question de la consécration d'un niveau d'autonomie fiscale, alors à un niveau à déterminer, dans des textes à déterminer, selon des mécanismes à déterminer. Mais on sent bien ici qu'il y a un attachement à cette idée que le pouvoir de taux est lié à quelque chose de l'expression démocratique. Je remercie d'ailleurs le collègue Sébastien Rome d'avoir rappelé que finalement, c'est le bloc communal et en particulier les communes qui gardent le plus haut niveau d'autonomie fiscale dans notre pays, ce qui n'est pas forcément ce qui est parfois répété et expliqué un peu partout, et que ce sont bien les régions qui ont le plus faible taux d'autonomie fiscale dans notre pays depuis la réforme de la taxe professionnelle, et que c'est un sujet que de ne pas pouvoir, quand on a des objectifs de politique publique, se donner des moyens qu'on détermine et d'expliquer clairement devant les citoyens. Je vois aussi des points de convergence sur le sujet du pouvoir réglementaire local qu'on a peut-être insuffisamment utilisé dans la capacité à adapter parfois la norme sur certains textes qui concernent en particulier les collectivités et l'exercice de leurs compétences propres, tout en restant, et chacun l'a bien compris, dans un attachement à la définition de règles nationales. Mais là où je ne partage pas complètement ce qu'évoquait le
collègue Sébastien Rome, c'est que il me semble que le domaine de la loi ne doit pas être celui de la fixation des hauteurs de plafond ou ce genre de détails, et qu'il faut laisser aux collectivités, surtout dans leurs propres investissements, le soin de déterminer ces règles-là. Et vous saviez bien en le disant que vous nous feriez réagir les uns les autres. Et puis on a bien senti aussi que vous étiez les uns les autres attachés à cette idée d'un renforcement de l'État déconcentré, et en tout cas d'une capacité des préfets de département à assurer une coordination effective de la parole de l'État dans son expression. Je vous avoue que je suis assez dubitatif sur la capacité à faire des préfets de région dans une sorte de vision de jardin à la française, des patrons de l'ensemble des administrations à l'échelle départementale. Je crois que si nous consacrons l'essentiel de notre énergie à ce projet utopique, nous en perdrons beaucoup de l'énergie. En revanche, la nécessité que l'État coordonne l'expression de sa parole, notamment quand il s'agit de dialoguer avec les collectivités territoriales, ça me paraît assez nécessaire. Il n'y a rien de plus exaspérant pour des élus locaux qui portent des projets parfois, d'avoir 6, 7 représentants de l'État en phase 2 quand ils portent un projet, et d'avoir le sentiment que la coordination se fait dans la réunion à laquelle ils assistent et pas au préalable sous l'autorité du préfet. Voilà, merci beaucoup. Sauf si vous avez des demandes de prise de parole, mais compte tenu du nombre assez réduit de collègues, je ne veux pas faire vivre un débat de façon artificielle. Et donc, on vous communiquera bien sûr les réponses de l'ensemble des groupes, et ceci fera l'objet d'un rapport. Et j'essaierai, sur la base des points de convergence que j'ai essayé de dégager, de me faire votre expression auprès d'Éric Woerth, notamment, même si d'autres, bien sûr, et sur d'autres sujets, notamment concernant la métropole de Lyon, ont eu l'occasion d'échanger avec notre excellent collègue député de l'Oise. Je vous remercie.